Bonjour à tous et bienvenue sur TFN. Ravi de vous voir. Je suis en compagnie de Gérald Olivier, mon invité, le plus grand spécialiste français de la politique américaine depuis des années maintenant. Bonjour Gérald, comment allez-vous? Bonsoir Joël, merci de votre invitation, je vais très bien. Merci d'être là. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir sur TFN parce que évidemment vous allez pouvoir nous éclairer avec vos analyses, notamment de la situation actuelle entre l'Iran et Israël, de cette guerre qui maintenant a débuté déjà 13 jours. Donc, grâce à votre analyse, on va pouvoir revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Donc, après l'échec des négociations de 60 jours imposées par Donald Trump à l'Iran pour un nouvel accord nucléaire, Israël lance dans la nuit du 13 juin 2025 l'opération Lion dressé, une attaque massive contre les sites nucléaires iraniens. Plusieurs installations stratégiques sont détruites, des responsables des gardiens de la révolution et des scientifiques tués. En riposte, l'Iran tire plus de 100 missiles et drones sur Israël. La tension monte encore d'un cran le 21 juin. Les États-Unis entrent dans le conflit avec l'opération Midnight Hammer, frappant à leur tour les sites nucléaires iraniens de Fordo, Natanz et Ispahan avec des bombardiers B-2 et des missiles Tomahawk. Face à l'escalade, Donald Trump annonce un cessez-le-feu dans la nuit du 24 juin, salué par Netanyahou, mais à peine 3 heures plus tard, 2 missiles iraniens visent la ville israélienne de Beersheva, brisant la trêve. Israël promet alors une riposte cinglante au cœur de Téhéran, provoquant la colère de Donald Trump, furieux de voir les deux camps ignorer ses efforts de médiation. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. J'ai essayé de résumer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis 12 jours. Il y a énormément de choses qui se passent pratiquement tous les jours. Donc Gérald, ma première question d'abord. Pourquoi Israël a-t-elle lancé cette opération militaire sur l'Iran un jour après la fin des négociations entre Trump et l'Iran, qu'on avait rappelé, qui a duré 60 jours, hein? J'ai envie de vous dire justement, parce que c'était un jour après la fin des négociations. Alors, ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que la question fondamentale du conflit, en fait, il y en a deux. La première, c'est que le fait que depuis 1979 et la révolution islamique en Iran, ce pays lance à tout va, soit à travers la rue, soit à travers ses dirigeants, mort à l'Amérique et mort à Israël. L'un, c'est le grand Satan, l'autre, c'est le petit Satan. Et ils ont voué à les éliminer tous les deux et à se débarrasser du Moyen-Orient, de l'État d'Israël. Donc ça, c'est une question de fond qui crée un état de conflit entre l'Iran et Israël. Le moyen de ce conflit, c'est évidemment l'acquisition par l'Iran d'une bombe nucléaire qui, dès lors, leur permettrait de mener à bout cette vocation qu'ils se sont donnée d'éliminer Israël. À partir de là, Israël, pour sa propre survie, ne peut pas permettre à l'Iran d'obtenir une bombe nucléaire. Sur ce sujet, Israël n'est pas tout seul. Elle est soutenue par les États-Unis, mais également par l'immense majorité de la communauté internationale, qui reconnaît que l'Iran est un État terroriste, que le Moyen-Orient est une région très instable, que si l'Iran avait la bombe, il pourrait l'utiliser, je dirais, de manière sans avoir été provoqué pour le faire, comme c'est la règle acquise ou implicite de toutes les puissances nucléaires dans le monde aujourd'hui. Deux, il pourrait la distribuer à un certain nombre de leurs alliés et de leurs vassaux, notamment au Moyen-Orient, qui sont le Hezbollah, le Hamas et d'autres. Trois, cela créerait une forme de, je dirais, de course à l'armement nucléaire au Moyen-Orient, parce que si les Iraniens avaient la bombe, il est évident que dans la foulée, les Turcs voudraient l'avoir, les Saoudiens voudraient l'avoir, les Égyptiens voudraient l'avoir, et d'autres aussi. Donc la perspective d'un Iran nucléaire est inacceptable, et c'est inaccepté par tout le monde. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que depuis 40 ans, ou en fait depuis une trentaine d'années, depuis que le programme a commencé à prendre forme, on a assisté à un certain nombre, je dirais, de mises en garde de la part des présidents américains, de la part depuis Bill Clinton jusqu'à George Bush, jusqu'à Obama, pour tenter de résoudre la question du nucléaire iranien, absolument sans succès. Et tous ont toujours répété, les États-Unis et le reste du monde ne toléreront pas un Iran nucléaire, mais rien n'a été fait véritablement pour stopper l'Iran. Il est bien entendu que toutes ces négociations, qui ont avancé à un rythme varié avec des interruptions, des accords dont le fameux JCPOA signé par Obama et qui n'avait pas grande valeur au passage,
Mais ces négociations ont été suivies par Israël, de même qu'ont été suivies par Israël le progrès des travaux iraniens vers l'obtention de cette bombe. Lorsque Trump est arrivé au pouvoir une première fois en 2017, il a clairement dit aux Iraniens, l'accord que vous avez signé avec Obama est nul et non avenu. Il n'a jamais engagé les États-Unis parce qu'il n'a jamais été ratifié par le Sénat. Je ne le respecterai pas et je vous demande de stopper votre programme. Et si vous ne le faites pas, il y aura des conséquences graves. Ces conséquences, elles n'ont pas véritablement été mises en pratique pendant son premier mandat. Par contre, il revient à la Maison-Blanche 4 ans après 2020 et à partir du mois de janvier, il a clairement fait comprendre aux Iraniens il faut que vous mettiez un terme à votre programme nucléaire. Je suis prêt à en discuter avec vous. Des négociations se sont ouvertes, vous les avez évoquées, elles ont duré 60 jours. Donald Trump avait clairement dit que si, à l'intérieur de ce délai, eh bien, les Iraniens ne parvenaient pas à un accord, il y aurait pour eux des conséquences, que celle-ci serait militaire et qu'elle serait grave. À l'issue de ces 60 jours, lui n'est pas intervenu directement. Il a dit, je vais vous donner un nouveau délai. Mais les Israéliens ont conclu que les Iraniens étaient suffisamment... Ils ont conclu deux choses. La première, mais il le savait déjà, il l'avait déjà conclu avant, c'est que les Iraniens négociaient pour gagner du temps. Et les Israéliens n'ont jamais fait confiance aux Iraniens. Et je pense que sur ce point, ils ont raison. Mais ça, on pourra y revenir. Donc, ils ont conclu que, ces négociations étaient en fait un moyen détourné pour l'Iran de gagner du temps et de continuer à travailler à la bombe tout en prétendant vouloir ne pas le faire. Et deux, ils ont conclu, et ça c'est bien plus important, que l'Iran était parvenu à un seuil où il pouvait assembler un certain nombre de pièces pour produire cette bombe. Et à partir de là, ils devaient, eux, frapper de manière préventive pour empêcher la réalisation de ce projet, et c'est ce qu'ils ont fait à partir du 13 juin. Et ils l'ont fait, comme vous l'avez souligné, sur 3 fronts, c'est-à-dire que d'un côté, ils ont frappé les sites nucléaires directement pour les dégrader et rendre plus difficiles les travaux iraniens. 2, ils ont frappé directement les scientifiques capables de mener à bien ce projet. 3, ils ont attaqué l'appareil militaire iranien parce que, bien entendu, notamment l'appareil balistique, parce que, bien entendu, l'attaque israélienne allait être saluée comme elle l'a été par une pluie de missiles et une riposte très violente de la part de l'Iran. Donc, ils ont mené leur offensive sur ces 3 fronts avec, reconnaissons-le, un succès tout à fait spectaculaire. À nouveau, le Mossad a démontré la qualité de ses services de renseignement et de ses membres par la précision des tirs, par leur capacité à éliminer un par un certain nombre de personnalités, à aller chercher jusque dans leur appartement et à les frapper avec une précision absolument sidérante aujourd'hui. Et donc, il y a eu ces frappes israéliennes qui ont considérablement affaibli, je dirais, le régime, les capacités militaires iraniens, et bien entendu, retarder leur programme nucléaire. Cependant, cela n'a pas incité l'Iran à reconnaître sa défaite, à rappeler le président Donald Trump et à dire nous sommes prêts à négocier de bonne foi cette fois et on reprend le dialogue. À partir de là, Donald Trump a, pris compte de ce nouvel état des lieux et la semaine dernière, à partir du lundi ou du mardi, il a dit dans les 15 jours qui viennent, je prendrai ma décision sur ce que je fais vis-à-vis de l'Iran, sachant que la porte du dialogue est toujours ouverte, mais qu'elle va se refermer très vite. Et au lendemain de cette déclaration, si vous l'avez noté, le président iranien, M. Pezeshkian, a clairement indiqué que jamais l'Iran ne renoncerait à son programme nucléaire. Et 24 heures plus tard, Donald Trump donnait le feu vert à cette opération spectaculaire de bombardement de 3 sites que vous avez cités, Natanz, Fordo et Isfahan, avec des bombardiers B-2 partis du Missouri et qui ont fait 15 000 km dans un sens et 15 000 km dans l'autre pour aller bombarder ces endroits et ont largué 7 ou 13 bombes qu'on appelle ces ordinances massives pour pénétrer la fameuse montagne sous laquelle était enfoui le site nucléaire de Fordo. Une opération militaire spectaculaire et complexe, réussie
est exécutée avec précision et minutie. Et Alors, c'est cette opération qui ouais. clairement a changé de donne et qui nous a amené à la situation où nous sommes aujourd'hui, où je pense que l'Iran a pris conscience de la supériorité technologique, d'une part, et surtout de la détermination de Donald Trump, et qu'à partir de là, la donne en a été changée. Très bon résumé, hein. Merci pour ce résumé, Gérald Olivier. Alors évidemment, j'ai plein de petites questions à vous poser parce que je reçois énormément de messages. Quand je poste quelque chose, il y a beaucoup de gens qui, évidemment, qui sont pas d'accord avec votre vision, qui est d'ailleurs aussi la mienne, hein, en passant. Donc voilà, je vous posais plein de questions. Qu'est-ce qui légitime la frappe d'Israël? Alors vous avez dit évidemment que c'était le fait que l'Iran était en train d'obtenir, en tout cas potentiellement, tous les moyens pour avoir une arme nucléaire. Mais qu'est-ce qui prouve justement que l'Iran avait cette capacité-là? Alors je sais que j'ai entendu des chiffres de l'AIEA de 60%, qui est au-dessus de leur capacité de production. Suffit, si vous voulez. Ouais. Je comprends la question et je ne veux pas vous interrompre. Et je comprends la question, je suis presque trop pressé d'y répondre, mais je la comprends, elle est légitime. Mais en fait, si vous voulez, les Iraniens n'ont jamais caché leurs objectifs. Ils n'ont jamais tué le fait qu'ils voulaient se débarrasser d'Israël, qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité de cet État et ils veulent un Moyen-Orient sans État juif. Et ils ont fait la guerre à Israël depuis 40 ans à travers des vassaux et des organisations, des milices et des organisations terroristes comme le Hezbollah au Liban, comme le Hamas à Gaza et comme plus récemment les Houthis au Yémen et comme du temps de Bachar el-Assad, la complicité de la Syrie pour attaquer Israël. Et ça fait 40 ans que ça dure. Donc le conflit entre Iran et Israël existe déjà. C'est une guerre larvée, c'est une guerre à distance, c'est une guerre par proxy, comme on dit, par procuration d'une certaine façon, par proxy, comme on dit en anglais, mais le conflit est déjà là. Les Israéliens sont en état de légitime défense. Eux qui t'ont agressé. Israël n'a jamais dit mort à l'Iran. Ils ont dit abandonnez votre programme nucléaire, soyez une puissance régionale qui respecte les autres pays de la région et nous nous entendrons très bien. Quand l'Iran menace Israël de manière aussi directe et qu'il l'attaque de manière indirecte, les Israéliens sont en droit, un, de se défendre, deux, ils sont également en droit d'agir de manière préventive pour éviter justement cette situation où ils seraient face à l'Iran avec la bombe. Or, vous aviez commencé de le souligner, les Iraniens ont enrichi de l'uranium à 60%. Et ça, tout le monde le reconnaît, y compris des experts qui sont des scientifiques et qui sont neutres idéologiquement, des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Personne n'a besoin d'enrichir de l'uranium à 60% si l'objectif de cet uranium est un usage civil. À partir du moment où vous enrichissez à 60%, c'est que vous vous destinez à faire un usage militaire de cet uranium et à partir de 60, il est relativement facile de l'enrichir pour le faire monter à 90, c'est-à-dire au seuil où il peut être utilisé pour une bombe. À partir de là, l'objectif des Iraniens, il est indéniable. Si, comme ils le prétendent parfois, ils ont un objectif purement civil, auquel cas ils ont accès à l'énergie nucléaire comme n'importe quel autre pays de la planète, mais si véritablement leur objectif est civil, pourquoi enrichir à 60%? C'est la première question. Deuxièmement, si leur programme est strictement un programme civil, pourquoi ne pas faire comme énormément d'autres pays du monde qui se fournissent en uranium au niveau international et qui n'ont pas besoin de l'enrichir sur place. C'est ça qui pose véritablement problème. Et à partir de là, les Israéliens étaient parfaitement justifiés je dirais, d'agir préventivement et de se défendre s'ils ont jugé que le moment était venu de le faire. Et pour moi, ce moment est très, très lié aux activités récentes de l'Iran, au fait que les Israéliens avaient des informations précises justifiant de penser que l'Iran était sur le seuil d'obtenir cette bombe. Je rappelle que l'agence de Vienne, l'agence internationale sur l'énergie atomique, a rappelé que tous les ingrédients d'une bombe
était présent sur le sol iranien et qu'il suffisait de mettre les pièces du puzzle ensemble pour pouvoir parvenir à cela. C'est cela que les Israéliens ont voulu éviter. Très bien. Voilà, très bonne réponse, en tout cas pour tous ceux qui se demandaient la légitimité d'Israël d'attaquer l'Iran. Deuxième question qui revient très souvent, Gérald Olivier, c'était justement le fait que Donald Trump intervienne directement sur l'Iran. Alors, je vais essayer un petit peu de répéter ce que disaient la plupart du camp MAGA, même à l'intérieur de MAGA. Donald Trump n'est pas le président qui a déclenché les guerres, ou Donald Trump n'est pas un président qui fait la guerre. On a eu Tucker Carlson qui est intervenu, qui a critiqué publiquement notamment Donald Trump. Il y a une confusion un petit peu entre le fait de ne pas déclencher de guerre et aussi le fait d'intervenir, comme J.D. Vance l'avait dit, la force par la paix. Il y a vraiment un petit peu une confusion tout ça. Pourquoi les États-Unis sont intervenus, Gérald Olivier? Quels étaient les objectifs des États-Unis dans ce conflit? Alors, d'abord, mis à part Israël, les États-Unis sont directement impliqués dans ce conflit, puisque en même temps que l'Iran dit mort à Israël, ils disent mort à l'Amérique. Et l'Amérique pour l'Iran, c'est le grand Satan. Donc, l'Amérique est l'ennemi désigné des mollahs d'une guerre larvée depuis un certain temps. Je parlais des attaques contre Israël menées par les vassaux de l'Iran. Il faut rappeler malgré tout que des attaques ont également été menées par ces mêmes vassaux contre les Américains. Vous êtes très jeune et peut-être que nos auditeurs aussi, mais en 1983, sous la présidence de Ronald Reagan, plus de 250 Marines américains ont été tués lors d'un attentat à Beyrouth. Attentat mené par le Hezbollah, qui était l'arme chiite au Liban contre la présence militaire américaine sur place. Et il y a eu par la suite de nombreux incidents, attaques et autres menés par des milices soit chiites, soit commanditées par l'Iran contre des intérêts, des personnels, des bases américaines au Moyen-Orient. Donc le conflit, encore une fois, existait déjà. Et les États-Unis parfois répondaient de manière, je dirais, ponctuelle, avec plus ou moins de force. Donald Trump, lorsqu'il est arrivé en 2017, je le rappelais, a toujours souligné qu'il souhaitait résoudre cette question. Et pour lui, cette résolution passait par l'abandon prouvé de tout programme nucléaire militaire par l'Iran. C'était son objectif. Il ne faisait pas confiance au traité qui avait été signé par Obama, qui pour lui d'ailleurs n'avait pas de valeur, je l'ai déjà dit, parce qu'il n'avait pas été notifié par le Sénat, et qui ensuite, dans son contenu, aurait permis à l'Iran de fabriquer une bombe d'ici 10 à 15 ans, c'est-à-dire pratiquement aujourd'hui, parce que le JCPOA, ce traité auquel je fais référence, ce traité sur le nucléaire iranien, date de 2015. Donc, les États-Unis sont concernés au premier plan par ce conflit. Ensuite, les États-Unis restent malgré tout une puissance majeure, de même que la Russie, la Chine et d'autres, et ils avaient pris part aux négociations diverses avec l'Iran. Donc, ils étaient, je dirais, en rapport avec ce pays. À partir du moment où Donald Trump est revenu à la présidence, à partir du mois de janvier, il a clairement fait savoir aux Iraniens son intention de résoudre ce problème une fois pour toutes. Il n'a absolument pas signifié qu'il allait le résoudre militairement. Il a dit il y a deux sorties. Il a dit l'Iran n'aura pas de bombe, ça c'est acquis. Soit on obtient cet objectif, je dirais, à l'amiable, et c'est mieux, soit cet objectif est imposé par la force. Mais l'objectif est acquis. Il ne s'agit pas d'entrer en guerre avec l'Iran, il ne s'agit pas de créer une nouvelle guerre. La guerre existe déjà. Il y a un conflit qui est latent, je le répète, depuis 40 ans. Par contre, il s'agit de mettre un terme justement à ce conflit. Et c'est peut-être ce que beaucoup de gens au sein du camp MAGA n'ont pas véritablement compris avant les frappes du 21 juin. À savoir que on dit Donald Trump va rentrer dans le conflit, il va bombarder l'Iran. Et tout le monde conclut ou en déduit que les États-Unis vont bombarder l'Iran une fois,
2 fois, 3 fois, 4 fois, qu'ils vont devenir un acteur présent, constant de ce conflit, créant une escalade, une extension du conflit et une nouvelle guerre sur un théâtre très très éloigné du continent américain pour les États-Unis. Mais ce n'est pas du tout ce que Donald Trump avait en tête. Donald Trump avait en tête une frappe ponctuelle, une frappe forte, une frappe à la fois symbolique mais également extrêmement efficace, et une frappe qui devait signifier que, lorsqu'il avait évoqué cet objectif de contraindre l'Iran à abandonner son programme nucléaire, il était sérieux quant à obtenir cet objectif, et 2, que les États-Unis avaient clairement la puissance d'imposer ici leur volonté à l'Iran. Mais cette frappe n'est pas le début d'une guerre, d'une certaine façon, et l'avenir proche pourra le confirmer ou pas, parce que les choses restent malgré tout relativement tendues. Cette frappe pourrait bien être la fin d'une guerre. À savoir que ce qui s'est passé le samedi 21 juin dans la nuit, le bombardement sur les 3 sites nucléaires iraniens, a considérablement amoindri, affaibli non seulement leur programme nucléaire, mais je dirais même le régime lui-même. Et il ne s'agit pas pour les États-Unis d'aller opérer un changement de régime en Iran, pas du tout. Mais si la population iranienne profite de la faiblesse actuelle du régime pour se soulever et renverser des gens qui les oppriment depuis plusieurs décennies, eh bien, je dirais que ce serait une opération pour le mieux. Ce n'est pas du tout l'objectif des États-Unis, mais ce serait, je dirais, un byproduct, c'est-à-dire un résultat contingent à l'attaque américaine qui serait, à mon avis, bénéfique à l'ensemble de la région. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas pour Donald Trump de rentrer en guerre, il s'agit plutôt de terminer une guerre. Et en fait, ce qu'on a eu sous les yeux le week-end dernier, c'est la mise en pratique de ce que vous appeliez tout à l'heure la paix par la force, peace through strength. Les Iraniens sont une force qui déstabilise le Moyen-Orient depuis des décennies. C'est une force qui a causé la mort de dizaines, de centaines, de milliers de personnes américaines et autres au Moyen-Orient depuis plusieurs décennies. Et ce que Trump essaye de faire, c'est d'anéantir cette force pour ramener la paix. Donc il ne s'agit pas de commencer une nouvelle guerre, il s'agit de faire comprendre aux Iraniens qu'il est temps de changer de comportement, parce que les États-Unis ne le souhaitent pas, mais ils ont les moyens de les forcer à changer de comportement. Et c'est ce qui, pour l'instant, semble se passer. En tous les cas, c'est ce qui se passait du côté de Téhéran. Je rappelle qu'après les frappes du samedi 21 juin, du week-end dernier, la nuit dernière, les Iraniens ont frappé une base militaire au Qatar, et ils l'ont frappé, je dirais, de manière extrêmement timide. Ils ont lancé 13 missiles. C'était le nombre équivalent du nombre de grandes bombes qui sont tombées sur leur site nucléaire, tout en ayant prévenu le Qatar à l'avance que la frappe allait venir, de telle sorte que le lieu en question pouvait être évacué et ça n'a fait aucune victime, de telle sorte que cette riposte n'était pas une vraie riposte, c'était une riposte purement symbolique, un petit peu pour sauver la face. Mais en fait, ce que cette riposte signifiait, c'est que nous avons compris que nous sommes prêts aujourd'hui à discuter parce que nous ne sommes pas de taille à lutter militairement. Et à partir de là, ils ont été d'accord pour les termes d'un cessez-le-feu. Maintenant, et le problème auquel est confronté Donald Trump à l'heure même où nous parlons, c'est que les Israéliens ont lancé une opération qui a ses propres objectifs, et peut-être que les Israéliens estiment qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore atteint tous ces objectifs, et qu'ils auraient souhaité peut-être que les hostilités durent quelques jours de plus pour leur permettre d'aller au bout de leurs ambitions. Et on verra si le cessez-le-feu qui a déjà été violé, vous l'avez dit, pourra être rétabli ou respecté, ou si au contraire, la situation va rester relativement instable, au moins quelques jours de plus. Par contre, imaginez que demain, Donald Trump va retourner sur place, à nouveau bombarder ou peut-être escalader le conflit. C'est pas du tout dans son intention. Ce n'est pas cela. Les États-Unis ne sont pas en guerre contre l'Iran. Marco Rubio, le secrétaire d'État, l'a dit. J.D. Vance, le vice-président, l'a dit. Et Donald Trump aussi. Ce qu'ils veulent, c'est parvenir à un deal. Le président Trump est un deal maker.
Et donc, ils veulent parvenir à un deal où je dirais, même si la parole iranienne peut être mise en doute, parce que ça fait partie de la façon dont il se comporte, on soit au moins certain qu'il n'ait pas la capacité de produire la fameuse bombe qu'il souhaite avoir et que cette capacité ne vienne pas avant plusieurs décennies. Exactement. Et juste pour essayer de un petit peu rappeler les choses, parce que j'entends aussi beaucoup ces commentaires en disant que c'est la guerre de Bibi seulement et que Trump s'est fait influencer par Benjamin Netanyahou. Il ne faut pas oublier que Donald Trump, c'est presque une obsession pour lui. Depuis 2011, Donald Trump explique, même quand il n'était pas encore président ou même encore en campagne, qu'il ne voulait pas que les Iraniens obtiennent l'arme nucléaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de constant et consistant chez Donald Trump, et ça faisait aussi partie de son programme. C'est-à-dire que les gens qui ont voté pour Donald Trump, que ce soit pour 2017 ou pour 2024, Trump répétait souvent, régulièrement, que l'Iran est un danger pour les États-Unis, qu'il ne faut pas qu'ils obtiennent l'arme nucléaire. Donc ça, c'est pour répondre aussi aux gens qui disent que Trump est supposé être à la botte d'Israël et que en fait il a trahi ses électeurs. Non, Trump a toujours été consistant, en tout cas dans sa façon de faire de la politique et dans sa vision. Donc il a tenu sa promesse. Il n'a, comme vous l'avez souligné Gérald, il n'a pas attaqué les Iraniens, le peuple iranien. Il n'a pas d'intervention militaire. Ça n'a absolument rien à voir avec l'Irak. Il a ciblé en 25 minutes des bases qui étaient des bases stratégiques pour l'Iran. Il a confié dernièrement que ces bases ont été complètement détruites. Mission accomplie, on passe à autre chose. Retour aux négociations. Voilà, comme vous l'avez dit avant, la paix par la force. Donc Donald Trump, qui hier soir a fait un tweet qui est sorti un peu de nulle part et qui a annoncé un cessez-le-feu. Donc, un cessez-le-feu un petit peu inattendu, Gérald, parce qu'il y avait eu déjà l'attaque de l'Iran sur des bases américaines vides au Qatar. Donc, on ne s'attendait pas vraiment on s'attendait au fait au contraire, à savoir une escalade. Et finalement, Donald Trump nous annonce dans la soirée qu'il y a eu un cessez-le-feu. Donc, dans environ 6 heures, lorsqu'Israël et l'Iran auront terminé leur mission finale en cours, pendant 12 heures, après quoi la guerre sera considérée comme terminée. Alors, ma question, elle est la suivante, Gérald. Est-ce que Donald Trump ne s'est pas emballé un peu trop vite en annonçant ce cessez-le-feu et cette guerre terminée? Parce que vous avez rappelé qu'Israël a aussi ses propres objectifs. Et est-ce qu'on a vu notamment hier soir ce matin même, l'attaque de l'Iran en Israël à Beersheva, ça va pas relancer un petit peu tout ça? Est-ce que Donald Trump ne s'est pas un petit peu emballé là? Alors, je ne pense pas que ce soit une question d'emballement. J'ai envie de dire deux choses. La première, vous savez, c'est comme lorsque vous êtes sur la route et que le feu passe à l'orange. Le code de la route vous dit de ralentir, mais très souvent, vous êtes tenté d'accélérer. Donc, en vérité, lorsque Donald Trump annonce un cessez-le-feu qui va prendre effet dans 6 ou 7 heures, ça veut dire qu'il reste 6 ou 7 heures aux belligérants pour se lâcher et en profiter. Donc, il y avait dans cette déclaration et dans cette, je dirais, présentation, un danger inné. Mais en fait, ce qui s'est passé encore une fois, c'est que tout s'est emballé à partir du moment où les Américains ont constaté que la riposte iranienne à l'attaque du 21 juin était une riposte purement symbolique. Et à partir de là, il y a eu des négociations en deux canaux. Il y a d'une part le président lui-même qui a parlé à Benjamin Netanyahou pour évoquer la possibilité d'un cessez-le-feu. D'autre part, il y a eu le président, le vice-président Marco Rubio et M. Steve Witkoff, qui est donc l'émissaire au Proche-Orient, qui ont eu des contacts avec notamment le Qatar, qui sert d'intermédiaire avec l'Iran, pour voir si du côté iranien, il y avait la possibilité d'un cessez-le-feu. Et apparemment, les Iraniens l'ont accepté. Maintenant, le fait qu'en Iran, quelqu'un accepte un cessez-le-feu, s'il y a déjà des missiles qui sont programmés pour être lancés, ils ne vont pas forcément être déprogrammés immédiatement. Et ça a créé cette certaine confusion qui a fait que
à l'heure où le cessez-le-feu devait entrer en vigueur, eh bien, il y avait encore des bombardements. Et à partir de là, les Israéliens se sont sentis parfaitement en légitimité à leur tour de frapper, d'autant que le bombardement sur Beersheba a quand même fait à nouveau 4 victimes civiles. Et puis rappelons une chose fondamentale dans ce conflit, cette fameuse guerre de 12 jours, c'est que les Israéliens ciblent des sites militaires, des sites nucléaires et des hautes personnalités du régime ou des hauts scientifiques liés au régime. Les Iraniens ciblent les civils. On n'est pas du tout dans la même perspective. Et il y a, je dirais, d'un certain côté, des formes de crimes de guerre sur lesquels beaucoup d'autorités internationales ferment totalement les yeux, ce qui en soi est d'ailleurs déjà un scandale. Mais l'idée de Donald Trump, c'était de profiter du moment. Vous savez, il y a cette idée au sein de l'appareil militaire américain, on parle de shock and awe, hein, je dirais le choc et l'effroi. Et c'est vrai que l'attaque du 21 juin, l'attaque des bombardiers B-2 sur les 3 sites nucléaires, a saisi d'effroi un certain nombre de spectateurs en Iran et ailleurs d'ailleurs. Parce que je peux vous dire que cette attaque, elle a été suivie et analysée aussi bien à Pékin qu'à Moscou, et que la puissance et la technicité de l'opération militaire américaine en a impressionné plus d'un. Et donc Donald Trump a voulu profiter de ce moment pour imposer à 2 belligérants une cessation immédiate des hostilités, parce que pour lui, l'objectif était atteint. L'objectif, c'est d'empêcher l'Iran d'avoir la bombe. Et aujourd'hui, cet objectif a été atteint. Et à partir de là, l'Iran est une puissance qui est beaucoup moins en mesure de déstabiliser le Proche-Orient, et deux, de menacer Israël. Donc, d'une certaine façon, l'objectif d'Israël, c'est aussi d'empêcher l'Iran d'avoir la capacité de la détruire. Et si son programme nucléaire est démantelé, cet objectif a été atteint. Maintenant, vous ne pouvez pas empêcher un État de se défendre. Et s'il y a une violation d'un cessez-le-feu, il est évident que cela conduit à des représailles qui conduisent à d'autres violations. Et pour l'instant, la situation est encore un petit peu confuse, on va le dire, et pas encore stabilisée. On peut espérer qu'elle le devienne dans les jours qui viennent, parce que l'objectif aujourd'hui de Donald Trump, c'est de mettre fin à ce conflit. Ce n'est pas d'emmener l'Amérique dans une autre guerre ouverte. Oui, et puis évidemment, Donald Trump a ses propres intérêts, à savoir être le peacemaker un peu de l'histoire. Benjamin Netanyahu, forcément, a le mauvais rôle puisque c'est celui qui fait la guerre. Et Trump, évidemment, il a son propre agenda, à savoir ramener la paix entre Israël et l'Iran, comme il voulait le faire avec la Russie et l'Ukraine. On voit que c'est très compliqué. Idem avec Israël-Gaza, ça reste très compliqué. Évidemment, les conflits ne dépendent pas de Donald Trump, puisqu'il n'est pas directement impliqué dans ces conflits. Donc, c'est sûr que chaque partie a ses propres intérêts. On va peut-être aussi regarder donc les derniers tweets que je vous ai passés. Trump qui a appelé Netanyahou dernièrement, où il a expliqué qu'Israël ne va pas attaquer. Tous les avions vont faire un demi-tour et rentrer à la base en effectuant un salut d'aile amicale à l'Iran. Personne ne sera blessé et le cessez-le-feu est en vigueur. Merci de votre attention à cette affaire. Donc, c'est sûr que Donald Trump, qui va en ce moment aller à une rencontre aux Pays-Bas, à l'OTAN, notamment il doit parler à monsieur Zelensky. Trump qui voulait partir un peu la tête tranquille, et Trump qui s'est un petit peu énervé ce matin. On va regarder ça. Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Voilà. Donald Trump vraiment visiblement très énervé. On voit que ça sort du cœur. They don't know what the fuck they're doing.
Je crois que c'est la première fois hein, moi personnellement que je vois Donald Trump énervé comme ça. D'habitude, il retient plutôt bien ses émotions, mais là, on sent que ça sort du cœur. Que pensez-vous de la réaction là de Donald Trump? Est-ce que vous pensez que c'est de la communication, Gérald, ou c'est vraiment Il y a Donald les Trump deux. qu'il est? Donald Trump a cette qualité, hein, ses adversaires ne le reconnaîtront jamais, mais c'est vrai que il se veut deal maker, je l'ai déjà dit, il se veut peacemaker, il veut être le faiseur de deal et le faiseur de paix, et donc il n'a aucune difficulté à se visionner lui-même dans les deux rôles. C'est-à-dire que le samedi 21 juin dans la nuit, il est chef de guerre et il frappe l'adversaire de manière impitoyable. Et le lundi 23 juin au matin, l'adversaire a reconnu sa défaite et il lui tend la main pour l'aider à se relever. Et donc, c'est pour ça qu'il avait une certaine, je dirais, il avait des termes plutôt amicaux vis-à-vis de l'Iran. Par contre, si son allié agit de manière à ruiner son propre plan de paix, bah, il n'est pas content et il le fait savoir. Il est brut de coffre et il dit, comme vous l'avez souligné, exactement ce qu'il a sur le cœur. Et autant il faut reconnaître que les Israéliens ont eu un rôle capital au cours des dernières semaines, et je ne dis absolument pas que Trump est à la botte de Netanyahou, c'est absolument pas ça. Par contre, parfois, les deux pays peuvent avoir des intérêts communs, et on voit que lorsque les intérêts divergent, M. Trump sait clairement s'exprimer pour signifier sa colère à son meilleur allié. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de discussion. Comme vous le disiez, il parlait avec le cœur. Et il estimait que, bien entendu, un cessez-le-feu dans cette région, entre ces deux pays, compte tenu du climat actuel, c'est quelque chose de très fragile, et que faire quoi que ce soit pour le fragiliser, c'est pas l'attitude à avoir. En plus, comme vous l'avez souligné, il s'apprêtait à prendre l'avion. Alors, Air Force One reste en communication, bien entendu, avec le reste de la Terre, mais là, il avait un vol de 6 ou 7 heures pour l'Europe, pendant lesquels il n'allait pas pouvoir véritablement être aussi présent que s'il avait été à la Maison-Blanche. Et donc, cette incertitude, je pense, du fait de son déplacement en Europe, a créé un petit peu plus de tension et il aurait préféré partir l'esprit tranquille, peut-être avec l'idée de faire un petit somme à bord, alors que là, il allait encore devoir calmer les choses et jouer comment dirais-je, les surveillants dans la cour de récréation. Ouais, Trump ne dort pas beaucoup. Hein. Je pense pas que ce soit très beaucoup son style de dormir. Apparemment, il a eu un appel avec Poutine, puisque il a révélé dans Air Force One, parce que même dans Air Force One, comme vous le savez, Gérald, il donne des interviews aux journalistes. Oui. Je crois que j'ai jamais vu ça. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Non. Et donc, Trump est tout le temps ouvert et c'est transparent avec Donald Trump et c'est ce qu'on apprécie. Il a donné une interview en disant notamment que Poutine lui aurait proposé son aide et qu'il a dit à Poutine très gentiment non merci, je préfère que tu t'occupes de m'amener la paix avec la Russie que de t'occuper de ce qui se passe en Iran. Et je pense que Trump en effet peut-être se méfie de Poutine parce qu'on sait que l'Iran a des intérêts que la Russie a des intérêts évidemment avec l'Iran. Qu'est-ce que vous pensez de cette relation? D'ailleurs, beaucoup de gens attendaient une réaction de la Russie, une réaction de la Chine, une réaction d'autres pays très proches de l'Iran. Finalement, personne n'est venu et prêter main forte à l'Iran. Justement, qu'est-ce que vous pensez de la posture de Poutine dans ce conflit, Gérald? Alors, c'est la question que l'on pose et que l'on doit poser si on prend un pas de recul et que l'on regarde la région de manière un petit peu plus large. On est, je pense, véritablement à un point de bascule. Et je l'évoquais un petit peu plus tôt, mais on sait que tous les régimes peuvent tomber, même les régimes les plus durs, même les régimes les plus fermés. L'Union soviétique est tombée au bout de 70 ans. D'autres régimes stalinistes ont fini par tomber en Albanie et ailleurs. Cuba, techniquement, est toujours le même, mais en fait, le régime a beaucoup évolué. Donc, le régime des Mollahs est en place depuis plus de 40 ans et je pense qu'il n'a jamais été aussi faible et qu'on est peut-être au bord d'un renversement fondamental au Moyen-Orient. Parce que ce qu'on constate, et c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est que l'Iran est tout seul. L'Iran est totalement isolé. L'Iran a perdu tous ses proxys, tous ces petites milices qui faisaient le sale boulot et qui sont restées totalement inactives, parce que vous évoquez la Chine.
et la Russie, mais au premier plan, il y a le Hezbollah. Le Hezbollah aurait pu faire pleuvoir des roquettes et des missiles sur Israël. Ils n'ont rien fait et ils ne feront rien. Ils ont été considérablement affaiblis au cours des années passées. L'événement qui a évidemment précipité tout ça, c'était le pogrom, le massacre du 7 octobre 2023, comme chacun sait. Donc à nouveau, Israël a été parfaitement en état de se défendre, de se venger de ce qui avait été fait. Et ils ont réduit à néant les capacités de nuisance de tous ses alliés de l'Iran. L'Iran s'est donc retrouvé tout seul et aujourd'hui, l'Iran attaqué par Israël n'est défendu par personne. Les mollahs ne sont défendus par personne. La Chine aurait pu agir, mais elle constate, je dirais, la prééminence des États-Unis dans la région et elle n'intervient pas. Et Poutine, reconnaissons-lui malgré tout, est lui-même totalement affaibli. La Russie est sortie, sans le vouloir, mais elle est sortie du Moyen-Orient. Elle est sortie quand elle a perdu la Syrie et elle est sortie étant empêtrée dans sa guerre en Ukraine et n'ayant plus les moyens d'aller imposer ses volontés ou même d'être présente sur ce théâtre-là. Et donc, Donald Trump a eu raison de dire à Vladimir Poutine, il y a un autre conflit bien plus proche de tes frontières dont il faut s'occuper. Et si tu as des velléités de faire la paix, fais la paix avec ce pays d'abord et puis on verra avec l'Iran ensuite. Et je rappelle que l'Iran est un pays qui, jusqu'à la révolution islamique, était le meilleur allié d'Israël, était le meilleur allié de l'Occident, était un pays qui assurait une certaine stabilité au Moyen-Orient et que la perte de l'Iran reste comment dirais-je, un point noir dans l'histoire des États-Unis. Tout le monde l'oublie et peu de gens veulent l'en blâmer, mais ce fut pour moi le plus grand échec du président Carter, qui était une sorte de président Biden avant l'heure et qui a considérablement affaibli les États-Unis pour des décennies et qui a considérablement laissé le monde être déstabilisé en laissant se produire une révolution qui aurait pu être évitée, en laissant tomber un allié au moment où il était le plus dans le besoin, en l'occurrence le Shah, sans voir venir le danger islamiste qui guettait et qui n'avançait même pas masqué. L'ayatollah Khomeini, qui était à l'époque réfugié en France, en exil en France, avait clairement signifié ses intentions de faire de l'Iran une république islamique, avec toutes les conséquences que cela pouvait avoir. Donc là, 45 ans plus tard, nous sommes à un point d'inflexion où il est possible que le régime des mollahs s'effondre de lui-même parce qu'il a été affaibli. Le guide de la révolution est lui-même très âgé. Il pourrait mourir, il lui faudra un remplaçant. Il y a clairement aujourd'hui en Iran, au sein des gardiens de la révolution, un certain nombre de gens qui ont déjà, je dirais, n'ont pas retourné leur veste, mais qui ont clairement abandonné le régime parce que toutes les opérations menées par Israël n'auraient pas pu l'être avec le taux de succès qu'ils ont eu sans la participation d'un certain nombre de gens sur place à l'intérieur même du régime. Et donc, clairement, ces gens-là ne vont pas dire qui ils sont parce qu'ils seraient bien évidemment immédiatement tués, mais il y a, je crois, à l'intérieur de l'Iran, un mouvement capable, peut-être, de renverser le régime de Mollah, et c'est ce qu'on va observer dans les semaines à venir. Oui, on parle notamment du fils du Shah, hein, qui est exilé aujourd'hui aux États-Unis, qui a parlé d'ailleurs, qui avait une conférence de presse hier en expliquant qu'il aimerait qu'il y ait des élections en Iran, qu'il serait prêt à retourner en Iran pour se présenter. Alors je sais qu'il est très contesté par beaucoup de gens parce que beaucoup lui reprochent justement sa proximité avec les États-Unis et aussi avec Israël, ce qui avait d'ailleurs coûté la révolution en Iran en 1979. Et c'était vraiment ces proximités-là très proches des États-Unis. Donc voilà, ça c'est une possibilité, mais encore une fois de plus, il faut répéter, et ça c'est le point très important, Trump ne veut pas changer de régime, il l'a retweeté plusieurs fois, il l'a dit publiquement, donc pas d'intervention pour essayer de déstabiliser le régime en place parce que ça pourrait être une catastrophique pour le pays en soi et même pour les futures négociations. Les États-Unis. Il faut rappeler aussi, Gérald, que les pays sunnites, même s'ils ne le disent pas publiquement, soutiennent cette opération
que ça soit le prince héritier d'Arabie Saoudite, que ce soit les Émirats, que ce soit le Qatar, soutiennent l'opération d'Israël, l'Égypte ou tous les pays sunnites aux alentours de manière générale, parce qu'ils sont aussi directement visés. Et j'avais posté une vidéo de Mohamed Ben Salam, le prince héritier saoudien, qui expliquait aussi que, en gros, il considère le régime iranien comme un régime d'Hitler, un régime nazi, et qu'il ne faut absolument pas qu'ils obtiennent l'arme nucléaire. Donc voilà, ça c'est pour vraiment essayer de faire comprendre aux gens, il n'y a pas seulement Israël qui est impliqué dans ce conflit, il y a aussi tous les pays aux alentours, les pays du Golfe et les pays sunnites, et que ce serait donc une très bonne chose qu'on arrive à déjà un cessez-le-feu définitif et aussi un changement de régime avec des gens modérés, et ça sera au peuple iranien de décider. Gérald, on est d'accord? Absolument, mais vous avez raison. C'est très, très important de le rappeler et je ne veux surtout pas que l'on me méprenne sur ce que j'essaye de dire. Il ne s'agit absolument pas pour les États-Unis d'aller imposer un changement de régime à l'Iran. Ce n'est pas du tout l'idée. Ce n'est pas ce que Trump a envie de faire. Ce n'est pas ce que les supporters MAGA iraient soutenir ou même recommander. Il s'agit simplement de constater que le régime iranien actuel est affaibli, que le pays a des difficultés, que c'est un régime qui est extrêmement impopulaire et qu'il y a peut-être une possibilité que ce régime implose et que les Iraniens eux-mêmes soient en mesure de le renverser et de mettre autre chose à la place. Après, le prince Reza Pahlavi, auquel vous faisiez référence, bon, sa difficulté, si vous voulez, c'est que depuis 45 ans, il vit en exil. Il avait 20 ans à l'époque de la Révolution. Il n'est jamais revenu en Iran. Il est très, très apprécié de la diaspora, qu'elle soit à Londres, à Paris, à Washington ou à Los Angeles. Il y a une diaspora iranienne extrêmement répandue dans les pays occidentaux. Malheureusement, il ne représente pas forcément grand-chose au sein de l'Iran d'aujourd'hui, tout simplement à cause de son éloignement et parce que l'idée n'est pas forcément une restauration de l'ancien régime, mais l'idée est plutôt de parvenir à un nouveau régime qui ne soit ni islamique, ni autocratique, mais plutôt basé sur, je dirais, des institutions démocratiques dont le peuple iranien a déjà fait usage et serait parfaitement capable d'utiliser. Donc c'est un moment à observer, mais ce n'est absolument pas l'objectif ni de Donald Trump en tant que personne, ni de l'administration américaine aujourd'hui, que d'aller favoriser un changement de régime en Iran. Ils vont observer ce qu'il se passe, mais ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'était de mettre un terme au programme nucléaire. Ça, ils l'ont pratiquement accompli. D'obtenir la paix avec Israël derrière et de faire en sorte que cette guerre soit vraiment, comme Donald Trump l'a appelé, la guerre de 12 jours. Et puis ensuite, aux Iraniens de prendre leur sort entre leurs mains. Exactement. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Après les derniers événements, on a essayé un petit peu de tout récapituler avec Gérald. Voilà, je pense qu'il me semble qu'on a fait le tour de toutes les questions que beaucoup de gens se posaient. Donc merci beaucoup Gérald Olivier pour votre analyse et puis pour justement avoir réussi à faire le point de toute cette situation. On espère que les choses vont s'arranger, évidemment. Hein, on est pour la paix et encore une fois de plus, on ne veut pas de guerre, on ne veut pas que ça passe au même niveau que l'Ukraine ou même à Gaza. On espère véritablement que le peuple iranien va se souder, va essayer justement de réussir en tout cas d'avoir un nouveau pouvoir en place et que Donald Trump pourra peut-être aider en cela avec cette intervention américaine. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire. Gérald, peut-être le mot de la fin pour vous, la conclusion. Merci de votre invitation. Je suis toujours ravi de venir vous parler. Et c'est vrai que c'est une situation qui est encore évolutive. Et si on veut être positif, moi j'ai envie de dire que Donald Trump, là, n'a pas réussi à faire en Ukraine ce qu'il espérait faire. On ne l'attendait pas forcément au Moyen-Orient, mais s'il peut être faiseur de paix entre Iran et Israël, il aura quand même accompli quelque chose que beaucoup de présidents américains auraient rêvé de faire et n'avaient pas la mesure d'accomplir. Et ça aussi fera de lui un grand homme d'État et un grand président. Donc, on va prier, comme vous le dites, pour que les choses continuent d'aller dans le sens où elles vont. Peut-être le prix Nobel de la paix, on ne sait jamais. On ne fait pas confiance à ce jury, mais
dans notre cœur, on sait très bien ce que ça veut dire. Et c'est ça, exactement, il le mérite. Merci beaucoup, Gérald Olivier, et merci beaucoup de votre intervention. On vous souhaite à tous une excellente soirée et retrouvez-nous sur Trump Fake News pour les prochaines informations. Merci beaucoup à tous.